Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Christophe Gatineau. Il est agronome, il est spécialisé en agriculture innovante, en agroécologie et en permaculture. Il est auteur aussi du blog Le Jardin Vivant et surtout aujourd'hui, il nous présente ce livre, Éloge de l'abeille, quand les insectes ont le bourdon, publié chez Flammarion. Je rappelle, aujourd'hui, nous sommes la première journée mondiale des abeilles. Absolument. D'ailleurs, les journées mondiales, il y en a tous les jours maintenant, c'est très simple. Alors, Christophe Gatineau, vous êtes quand même très fort. Et je dois dire que vous êtes très... D'abord, c'était le ver de terre. Ouais. Vous avez reçu ici pour un magnifique éloge du ver de terre, c'est vrai. Et d'ailleurs, à la fin, ils sont tous venus ici, ils ont crié « Allez les vers, allez les vers ». Ils étaient tellement contents. Et là, ce sont les abeilles. Alors, Christophe Gatineau vous a expliqué, vraiment, votre livre, il est succulent. Je le recommande aux auditeurs de Sud Radio. Il est très drôle et surtout, il est bourré d'informations. Alors, en 2 mots, vous savez, quand on passe abeilles, je l'ai dit au début de cette émission, on dit, ah là, les abeilles, oulala, ça pique, attention, ça pique. Et puis, alors, on sait, la reine des abeilles, etc. Et puis, le miel. Alors là, le miel, on adore. Et on résume un tout petit peu, et puis on dit, ah, mais alors, et puis, il y a l'environnement. Alors, je voudrais que vous nous disiez, d'abord, l'éloge des abeilles, pourquoi ? C'est la continuité, tout simplement, de l'éloge du ver de terre. Moi, je m'intéresse aux animaux qui butinent. Voilà. Ouais. Donc les vers de terre butinent les racines des plantes et les abeilles butinent les fleurs des plantes. Alors quand les vers de terre butinent les racines des plantes, c'est pour les nourrir, et quand les abeilles butinent les fleurs des plantes, c'est pour les féconder. En fait, dans les 2 cas, elles rendent des services. Enfin, elles rendent des services, c'est un système. Mais quand on parle des abeilles, généralement, on pense aux abeilles à miel, on pense au miel, finalement. Oui, mais les abeilles, bien évidemment, ça se résume pas à ces abeilles qui sont exploitées, en fait, par l'apiculture. Mais les abeilles, c'est un monde à part entière. C'est environ 1000 espèces, 1000 espèces d'abeilles qui vivent différemment, qui vivent pas forcément dans des ruches, qui vivent sous la terre. Il y a des abeilles qui vivent sous la terre. En permanence, enfin, ou presque. Bien entendu, la majorité des abeilles vivent sous terre. Il y a une espèce d'abeille, par exemple, qui passe 9 mois de sa vie sous terre, en fait. Elles sortent au mois de février pour rentrer sous terre au mois de mai, et on se demande ce qu'elles y font, en fait. Donc ça, c'est une espèce d'abeille qui est grosse comme pas plus grosse qu'un moucheron, par exemple. Donc le monde des abeilles, c'est un monde extrêmement diversifié. Les bourdons, vous connaissez les bourdons, bien sûr. Voilà. Le vol du bourdon. Voilà. Le bourdon, c'est une abeille. Et oui, c'est vrai, on pense pas à ça, oui. D'où bourdonnement, ça vient de là, en fait. C'est tout le... Oui, en fait, normalement, on aurait dû les abeilles, on aurait dû l'appeler l'abeille, il y a l'abeille charpentière, que vous connaissez peut-être, ces grosses abeilles qui font 3,5 cm de long. Ce sont des abeilles, voilà, elles nichent, elles font leur nicher dans le bois, c'est pour ça qu'on les appelle charpentières. Et puis, vous avez des abeilles cotonnières, des abeilles maçonnes, des abeilles qui vont construire, qui vont récupérer des matériaux comme de l'argile, des petits cailloux, et qui vont construire des alvéoles. Voilà, donc c'est un monde extrêmement diversifié. Donc quand on parle du monde des abeilles, en fait, il faudrait penser à l'ensemble de ces abeilles. Parce qu'aujourd'hui, les abeilles dont on pense miel, quand on pense miel, vous savez, ces abeilles-là, en fait, ce sont des abeilles qui sont issues de l'exploitation. En fait, quand des abeilles, par exemple... parce qu'on les met dans des... Savez-vous, par exemple, que l'abeille, bien avant les vaches, cochons et autres poules, c'est le premier animal dont l'exploitation a été industrialisée dès le milieu du 19e siècle. C'est-à-dire Avant les vaches et les... Un siècle avant. Un siècle avant. C'est-à-dire que les premiers hybrides au niveau des abeilles, là, on peut parler par exemple de l'abeille Buckfast, elle date du début du XXe siècle, par exemple. Donc ce sont des animaux, si vous prenez une abeille Buckfast, si vous la relâchez dans la nature, ses chances de survie sont très faibles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que comme pour les vaches, je veux dire, la vache, on lui a fait pisser de plus en plus de lait. On pense à ces vaches noires et blanches, bien sûr, qui ont un pis extrêmement surdéveloppé par rapport à l'auroch, par exemple, puisque la vache mère, c'est l'auroch. Oui, c'est l'auroch. Mais par rapport aux abeilles, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'objet, en fait, ça a été de leur faire pisser de plus en plus de miel. Mais comment ça se fait ? Alors, Christian Gatineau, vous parlez de beaucoup de choses, et c'est parce que c'est un monde quand même qu'on connaît très 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 peu et très mal, et grâce à vous,
qu'on connaît beaucoup mieux. Comment ça se fait qu'il y ait 1000 espèces? Enfin, qu'est-ce que cette diversité quand même assez incroyable? Mais vous savez, quand je suis venu la première fois pour parler du ver de terre, généralement les gens me disent oui, on va parler du ver de terre. Oui, mais les vers de terre, dans un sol, en fait, un sol qui est riche en vers de terre, un sol cultivé, vous retrouvez entre 20 à 50, enfin, une cinquantaine d'espèces. En France, il y a 150 espèces de vers de terre. Souvent, quand on désigne une espèce, en fin de compte, c'est un ensemble d'espèces avec des comportements extrêmement différents, tout simplement. Si on prend le cas des vers de terre, aujourd'hui, sur la planète, on a entre 6000 à 8000 espèces de vers de terre. Et par ailleurs, si vous prenez le monde des abeilles, le monde des abeilles est estimé à 20 000 espèces d'abeilles. Oui, voilà. Non, mais c'est énorme. Et quand on parle d'effondrement des abeilles, bien évidemment, l'apiculture est en grande difficulté aujourd'hui parce qu'il y a un syndrome d'effondrement généralisé des colonies dans le monde de l'abeille à miel, mais les autres abeilles sont prolifères. Ah oui, mais elles sont en On va en danger. parler, on va continuer d'en parler très vite et on va buser, c'est le cas de le dire. On va buser ou buzzer, ou en tout cas faire bzzz avec André Berkoff et son invité Christophe Gatineau qui nous présente son livre Éloge de l'abeille quand les insectes ont le bourdon. C'est publié chez Flammarion. À tout de suite sur Sud Radio. Sur Fort.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff qui célèbre la toute première journée mondiale des abeilles en compagnie de son invité Christophe Gatineau qui nous présente son livre Éloge de l'abeille quand les insectes ont le bourdon. C'est publié chez Flammarion. Oui, vous n'avez pas hésité avec le jeu de mots, hein. Non, mais vous n'avez pas tort, il faut toujours y aller. Juste un mot, Christophe Gatineau, je parle pour, je crois, des millions d'entre nous, en tout cas, qui, vous savez, on est content de manger à la campagne, en terrasse, etc. La nature est là, qui t'invite et qui t'aime. Et puis tout d'un coup, on est là en train de manger, ça arrive. Et on fait ça. Là, on n'aime plus du tout les abeilles. Oui. Mais qu'est-ce qui les attire ? Rapidement. Ce qui peut les attirer. Enfin, je pense pas que ce soit les abeilles vraiment. Enfin, bien sûr, si vous avez un pot de miel qui est ouvert, on peut comprendre qu'elles aient envie de récupérer leur butin. En fait, c'est clair. Bon, voilà, c'est ça. Mais en règle générale, je crois qu'on n'aime pas les insectes. D'ailleurs, aujourd'hui, notre gros problème, c'est qu'on leur livre une guerre impitoyable à tous ces insectes pour les faire disparaître. Et il y a une vraie disparition, par exemple les abeilles, prenons l'espèce des abeilles, il y a une vraie diminution ou pas ? Ah mais bien évidemment, non, c'est une catastrophe écologique aujourd'hui, c'est-à-dire il faut entendre les apiculteurs. L'éloge de l'abeille, c'est pas un éloge de l'apiculture, c'est autre chose, l'exploitation des abeilles, je veux dire que c'est un autre domaine, je veux dire. Bien sûr, il faut aussi vous le dites dans le livre dès le départ. Oui, donc voilà, nous, on parle du monde des abeilles, mais il est évident aujourd'hui que le monde de l'apiculture est en grave difficulté, parce que de toute façon, il y a un syndrome d'effondrement des colonies. Ce syndrome, il est mondial, il a été identifié scientifiquement il y a une vingtaine d'années aux États-Unis. Depuis 10 ans, il est très présent en France. Certains disent c'est un mal mystérieux, mais ce mal n'a rien de mystérieux. En fin de compte, je dirais que on fait tous chacun notre part pour faire disparaître les insectes. Et aujourd'hui, les conditions environnementales, évidemment, pèsent. Par exemple, précisément. Pour les abeilles, qu'est-ce qui fait disparaître ? Vous dites que les conditions environnementales. C'est évidemment multifactoriel. Je dirais, on peut pas extraire un facteur. Il n'y a pas un facteur plus l'un que l'autre. Mais les principaux, oui. Mais les principaux, bien évidemment, l'agriculture a un impact. L'agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à manger pour ces animaux-là dans la nature ? Mais il reste ces grandes cultures industrielles comme le colza, comme le tournesol. C'est pas. Mais aujourd'hui, même les foins, la récolte des foins. Autrefois, on attendait que les plantes arrivent à maturité, c'est-à-dire après la floraison, on coupait les foins en fait. Mais aujourd'hui, avec les techniques modernes, j'incrimine personne d'ailleurs tout ça. Avec les techniques modernes, les agriculteurs peuvent faire 2 ou 3 coupes d'herbe. Voilà. Et c'est vrai que cette herbe. Donc il ne reste pas d'aliments pour les. Les plantes n'arrivent pas à floraison et on peut d'un autre côté comprendre les éleveurs qui eux-mêmes sont sous pression. Vous savez, le souci aujourd'hui, c'est que le monde agricole, le monde apicole, le monde qui vit au contact de la nature est sous pression. Alors après, c'est vrai qu'on peut stigmatiser un tel ou un tel, mais je pense pas qu'on avancera dans la culpabilisation. On peut comprendre. Vous savez, aujourd'hui, un agriculteur, on va prendre un cas d'agriculteur, c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup les agriculteurs. S'il va voir son banquier à la fin de l'année en lui disant « mais oui, voilà, j'essaie de sauvegarder la biodiversité, mais il faut m'accorder un crédit parce que j'ai pas fait les rendements attendus. » Mais on va lui rire au nez. Oui, bien sûr. Vous comprenez ? C'est toute la logique de l'investissement, bien entendu, la logique de l'argent, dire par rapport à la logique du temps. Quoi. Voilà. Et pour les apiculteurs, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir de plus en plus de ruches parce qu'ils ont de plus en plus de pertes, parce que c'est de plus en plus compliqué de faire de l'apiculture. Et bien évidemment, on dérape. On dérape. Pourquoi ? Mais parce que je crois que
si on prend le cas des insectes, et si on revient précisément au cas de l'abeille et des abeilles, je veux dire qu'on ne veut pas les sauver. C'est-à-dire que l'agriculteur, nous avons deux auxiliaires, 2 partenaires, 2 collaborateurs pour l'alimentation du futur. D'un côté, il y a un symbole, le ver de terre, et tout son écosystème, et de l'autre, vous avez l'abeille. Ces 2 animaux n'existent pas dans la loi. Ils n'ont aucun droit. Ah oui. Oui, on revient, c'est intéressant, on revient au droit des animaux. Bien sûr, ils n'ont aucun droit. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui, on revient sur l'abeille à miel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, donc on a beaucoup d'informations sur cette abeille à miel. Tout à l'heure, vous parliez d'une reine. Oui, la reine des abeilles. Il n'y a pas de reine dans une ruche. Vous savez que l'histoire de la reine, ça remonte au Moyen-Âge. C'est une invention, une légende? Mais bien sûr, c'est un raccourci. Je préfère l'idée du raccourci. Vous savez, ça remonte au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on croyait que dans une ruche, évidemment, la ruche n'était pas gouvernée par une reine. C'était impensable. Elle était gouvernée par un roi. Et ce roi, bien évidemment, il avait... On était encore sexiste à l'époque. Oui, on pensait que le monde fonctionnait de manière pyramidale, et en haut de la pyramide, il y avait forcément toujours un mâle. Bon, en l'espèce, un roi. Un roi et sa reine et sa cour, tout simplement. Voilà. Et puis après, on s'est aperçu au fil du temps que les mâles, ils n'étaient pas vraiment à la noce, il n'y avait pas de roi, finalement, mais on a gardé l'idée de la reine. Mais la reine... Bon, donc nous, dans notre tête, la reine, c'est la monarque, celle qui dirige. Mais non, dans une ruche, c'est pas la reine qui dirige. La reine, elle pond. En fait, elle est même incapable de se nourrir toute seule. Ce sont les citoyennes abeilles. Voilà. C'est elle qui dirige, quoi. Mais c'est elle qui dirige, c'est elle qui prennent des décisions, c'est elle qui débattent. Aujourd'hui, on sait que pour prendre une décision, par exemple, pour choisir un lieu pour s'aimer, elles débattent entre elles. Elles débattent. Ah, vraiment, démocratie représentative. Ah oui, non, mais on a des études. Et elles font des débats, vous savez qu'elles sont capables de faire, et ça, je m'appuie. Dans le livre, nous avons plus de 110 références scientifiques. C'est-à-dire, nous, on s'est appuyé vraiment sur les travaux. Sur des travaux universitaires qui ont été validés par la communauté scientifique. Par la communauté scientifique. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas sortir ça comme ça. Donc, alors quoi, elles mènent des débats. Les débats, la hiérarchie, c'est comment? Elles mettent des débats contradictoires. Alors, comment font les abeilles pour débattre? Voilà. Bon. On va dire que certaines éclaireuses pensent que ce lieu serait plus propice pour installer le nouvel essaim, les autres pensent que ce serait tel autre lieu, etc. Eh bien, elles vont se mettre à danser. Chaque groupe va se mettre à danser, voilà. Et c'est le plus grand nombre qui va emporter la décision. Et si certaines ne sont pas d'accord, elles vont... dire le plus grand nombre de danseurs, c'est la majorité, quoi. C'est la majorité des danseuses et qui dansent. La reine est exclue. Les jeunes abeilles sont exclues. Les mâles sont exclus. Ils n'ont jamais le droit à la parole. Malheureusement, c'est vrai. Les mâles n'ont pas le droit à la parole. Non. Mais quelle société! Non, mais franchement, ça fait vraiment pas envie d'être un insecte. Franchement, voilà. Je vais même vous raconter une anecdote après. Et en fait, celles qui ne sont pas d'accord, pour influencer la danse, elles vont se mettre à voler au-dessus des autres légèrement avec leurs petites ailes, comme ça, leurs petites pattes, et avoir donné des petits coups de tête pour empêcher les danseuses. Voilà. Et à un moment, le plus grand nombre prend la décision et après elles se mettent toutes derrière. Donc elles vont toutes être solidaires de la décision prise. D'accord. Ce que je veux dire, c'est on est vraiment dans une société pseudo-démocratique, dans le sens, parce que souvent, là aussi, on raccourcit l'information, on va dire oui, la société des abeilles, c'est une société démocratique. Non, nous, les mâles. Les mâles n'ont pas le droit à la parole. On n'a pas le droit à la parole. Société matriarcale. La mère n'a pas le droit à la parole, en fait. Voilà. Donc, ce sont vraiment les citoyennes abeilles qui prennent les décisions. Bon. On sait, il y a des études dans le monde, je vous parle d'études universitaires, comme l'université de Toulouse, qui est vraiment, vraiment en pointe là-dessus, en fait. On sait qu'elles savent compter. Elles savent compter. Une abeille. Compter ça, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant. Même vous, quand nous avons écrit cet éloge, on découvre nous aussi, finalement, parce qu'on part d'une idée, puis on avance, etc. Des études qui convergent là-dessus. Elles savent compter jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Oui. Elles comptent comment? Non, mais dire, est-ce qu'on a pu déterminer, les scientifiques, comment physiquement ça se voit? Je vais vous expliquer. Voilà. Elles savent compter jusqu'à 5. Elles savent soustraire jusqu'à 5. Voilà. Et elles ont intégré le concept du zéro. C'est pas évident pour un être humain. Le concept du zéro, déjà pour un être humain lambda, c'est pas rien, c'est zéro. Voilà. Alors, je posais la même question que vous. Donc j'ai appelé une des chercheuses, il y avait une Française qui travaillait dans cette unité de recherche. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour déterminer ça? Et elle me sort cette réponse formidable. Et elle me dit, les abeilles aiment jouer, c'est très facile avec elles. Ah, voilà.
Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est pas la lubie d'une chercheuse. Non, ce sont des centaines de chercheurs qui, de par le monde, travaillent sur ces sujets-là et avancent sur ces sujets-là. Formidable. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est presque une civilisation, enfin, quelque part. J'exagère, bien sûr. On peut pas avoir une totale conscience. Ce sont on peut parler d'êtres sensibles. Et c'est pas la colonie. C'est pas la colonie qui va faire. Souvent, on dit par rapport aux fourmis, par exemple, on veut dire oui, mais c'est la colonie qui fait le cerveau. Ouais, non. Là, ce sont les individus qui font le cerveau. C'est tout à fait différent. Oui, c'est pas la collectivité aveugle et sourde. C'est pas le nombre qui va faire en fin de compte l'intelligence. Non, c'est une intelligence individuelle. Et après. Si on s'intéresse au bourdon, là aussi, il y a des anecdotes assez croustillantes par rapport au bourdon. Vous savez que le bourdon, en fait, avec sa toison, ça lui permet de sortir de bonne heure le matin. C'est-à-dire au lever du jour, il est déjà en train de bourdonner. Il sort couvert, comme on dit. Mais le bourdon, il est un petit peu embêté parce que la femelle, au tout départ, elle est obligée de trouver ses sources de nectar pour alimenter sa colonie. Alors, dès que le soleil commence à pointer, les abeilles elles sont extrêmement organisées, les abeilles à miel, je vous parle, elles sont extrêmement organisées. Donc les éclureuses partent, elles recherchent les endroits où il y a du butin, butin, c'est-à-dire que voilà, du nectar en fait. Butin, et puis elles reviennent à la colonie, elles se disent voilà. C'est là où c'est important pour elles de compter, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre à leurs collègues butineuses la quantité de nectar et l'orientation extrêmement précise, sachant que la source de nectar, elle peut se trouver à 1 kilomètre. Mais les bourdons, si on prend le cas du bourdon terrestre, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il se positionne pas très loin de la ruche, puis il regarde dans quelle direction vont les abeilles. Et il suit. Là où il y a le plus grand nombre, il suit parce qu'il y a... Voilà. Fabuleux monde d'intelligence, fabuleux, parce que moi aussi je suis parti de ça pique et le miel, et puis lisez ce livre parce que c'est vraiment un univers des intelligences. Et vous l'entendez, cet univers ? Voilà, et c'est formidable, parce que simplement, les mâles n'ont pas droit à la parole, ça me plaît pas du tout. Mais merci, Christian Gatineau. Suivez les abeilles et vous trouverez les traces du nectar. En tout cas, c'est la meilleure technique, André Berkoff. On vous remercie. En tout cas, Christophe Gatineau, je rappelle que vous êtes agronome spécialisé en agriculture innovante, en agroécologie, en permaculture, auteur de ce blog vers lequel on dirige tous ceux qui ont écouté Berkoff dans tous ses états. Le blog s'appelle Le Jardin Vivant. Et puis, on rappelle la référence de votre livre, Éloge de l'abeille, quand les insectes ont le bourdon. C'est chez Flammarion. Chez Flammarion. L'un qui n'aura jamais le bourdon, c'est Berkoff. Il revient demain à midi dans tous ses états sur Sud Radio. Vous tous qui nous avez écoutés, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr, revoir la vidéo sur le Facebook Live de Sud Radio sur notre page Facebook. Quant à nous, nous poursuivons notre journée à l'écoute de Sud Radio et dans quelques instants, nous retrouvons Jacques Pessis. Excellente journée à vous sur Sud Radio.